Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur les tableaux en langage C++. D'ailleurs, on va le découvrir tout de suite. Donc, le titre de l'exercice, c'est déplacement d'occurrence vers la fin d'un tableau. Alors, on va découvrir un peu l'énoncé ensemble. Donc, le but, c'est d'écrire une fonction qui prend en paramètre un tableau qui s'appelle array. Donc c'est de type vector, vector en C++. Donc c'est un tableau d'entiers et comme deuxième paramètre, ça prend également un entier qui s'appelle value. La fonction doit décaler toutes les occurrences de value dans le tableau vers la fin du tableau. Donc on va les entasser à la fin du tableau et les autres éléments seront décalés vers la gauche. Donc en quelque sorte, on va ranger les éléments du tableau d'un côté tous les éléments qui sont différents de value à gauche et tous les éléments ou toutes les occurrences de value, par exemple si on a 3, on va les mettre à la fin. Donc en gros, le dernier et l'avant-dernier et avant-avant-dernier élément seront égales à value si on avait 3 avant dans le tableau. Alors, donc on peut le faire bien sûr de différentes façons. Donc ici, il faut que les contraintes, c'est que la complexité temporelle doit être égale à O de n. Donc c'est un peu l'équivalent d'un seul parcours ou même de plusieurs parcours du tableau. Et la complexité spatiale, c'est égal à O de 1. C'est-à-dire qu'on ne doit pas déclarer beaucoup de variables. Il faut que ce soit un nombre constant de variables ou un nombre constant de variables. Donc voilà, maintenant on va passer à la solution. Donc ici, dans mon espace de travail, j'ai un main.cpp, j'ai source.cpp et headers.cpp. Donc ici, c'est le fameux hello world. Là, j'ai source.cpp qui inclut headers.cpp. Et là, j'ai headers.hpp. Donc déjà, je commence par déclarer le prototype de la fonction. Donc je peux déclarer ma fonction void qui ne retourne rien. Ensuite shift element par exemple qui prend, on a dit un tableau de type vector, je vais l'appeler array, et int value. Donc voilà le prototype de ma fonction. Bien sûr, je dois inclure vector pour pouvoir utiliser le type vector ici. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Donc, puisque en fait ici je retourne void, en fait j'ai deux façons, j'ai deux possibilités. Soit je retourne un tableau ici, donc ça prend en paramètre un tableau et ça retourne un tableau. Soit, d'ailleurs on va essayer de faire les deux solutions. Bon ici en fait ça va être la même solution, c'est juste le prototype qui va changer. Soit ça retourne un void et je mets une référence ici. Bon, je préfère la coller à array. Donc ça prend une référence. Donc en gros, c'est un tableau en entrée-sortie. Si je le modifie à l'intérieur de la fonction, je vais voir les modifications se répercuter sur la variable tableau de la fonction appelante. Je ne peux pas faire un const ici, je ne peux pas ajouter un const parce que si je mets const, je ne pourrai pas le modifier. Par contre, je peux ajouter const ici, même d'ailleurs c'est recommandé, et référence. Bien sûr, ensuite, je vais essayer de commenter les deux prototypes ou les deux façons de faire. Donc maintenant, je vais copier ça, je vais sauvegarder mon fichier headers.hpp et je viens dans le source.hpp. Donc, bien sûr, je vais inclure vector. Donc normalement ça a été inclus ici, mais bon, je préfère quand même l'inclure une deuxième fois pour. C'est pas vraiment une deuxième fois, mais plutôt pour que ça soit
plus logique. Donc là, on va écrire les corps des fonctions. Donc alors, le principe de la solution, c'est tout simplement, on va parcourir le tableau de gauche à droite. On va utiliser deux indices. L'indice i qui parcourt normalement, à chaque fois on l'incrémente, et un deuxième indice qui n'est incrémenté que si on trouve une valeur différente de value. En gros, j'ai un tableau par exemple 1, 2, 3, 7, 8, 9, 1, 8 par exemple, et value égale à 1. Donc ici j'ai un indice i, i et j vont commencer au premier élément. Donc i en fait il va être incrémenté à chaque fois, donc on fait plus à chaque itération. Alors que le deuxième indice, le j par exemple, en fait on l'incrémente que si on trouve une valeur différente de 1. Pour écrire uniquement les valeurs différentes de 1, ensuite donc dès que la première boucle s'arrête, ben on va terminer le reste avec la valeur 1. Enfin, avec la valeur value. Donc, je dois déclarer un j par exemple ici. Ensuite, je fais for int i. Le i, je peux le déclarer dans la boucle for. De toute façon, je n'en aurai pas besoin après. Par contre, j doit être déclaré à l'extérieur de la boucle parce que sa valeur finale est importante pour moi. Donc, je vais l'utiliser plus tard. Est égal à array.size. Donc ici, ça commence à partir de 0 parce que les indices tout simplement commencent à partir de 0. Donc c'est le premier élément. C'est inférieur à array.size. Pour récupérer la taille d'un tableau, ben on a la méthode qui s'appelle size pour retourner le nombre d'éléments d'un vecteur d'entier dans notre cas. Ensuite, i++. Alors, ce que je vais faire, je teste if array de i égale value. Ou plutôt, plus exactement, si c'est différent, parce que dans le cas où c'est égal, je ne fais absolument rien. Donc, si c'est égal, si c'est différent, je fais array de j on reçoit array de i. Et bien sûr, je fais j++. Je vais incrémenter j. Donc après ça, après la boucle, par exemple, en fait, ce qui va se passer ici, au début, i, le premier élément c'est égal à 1, donc on va l'ignorer, j reste toujours à 0 et i passe à 1. Ensuite, on va écrire 2 à la place du 1. Ensuite, 3 à la place du 2, le 7 à la place du 3, le 8 à la place de 7, et ainsi de suite. Ensuite, ici, quand on arrive au 1, en fait, on l'ignore, on va écrire 8 à la place du 9. Ensuite, donc là, je suis obligé de faire une deuxième boucle. Le j, en fait, j'initialise rien parce qu'en fait, je vais commencer à partir de la dernière valeur de j. J inférieur à array.size et j++. Ensuite, je vais faire array de j égale à value. Donc voilà. Donc normalement tout ça, ça va. Alors par contre, il y a un tout petit problème. En fait, cette fonction, c'est plutôt celle-là. C'est celle-là que j'étais en train de faire. Ensuite, on va adapter la solution au premier prototype. Puisqu'ici, en fait, on travaille directement sur le tableau qui est donné en entrée. Sur le tableau array, sur le vecteur en entrée.
Donc là, je le modifie directement et quand on sort, ben, on l'a modifié et donc c'est pas la peine de retourner quelque chose. Maintenant, là, c'est très différent. En fait, c'est très différent parce que là, je ne peux pas modifier ça parce que déjà, c'est une constante. Deuxièmement, je dois travailler sur un autre vecteur que je vais déclarer. Je vais l'appeler res par exemple. Je préfère l'initialiser directement à ici array.size et c'est des zéros par exemple. Je peux même faire mieux. Je vais l'initialiser à value ici. Donc en gros, je vais déclarer un vecteur de la même taille que array et dont toutes les valeurs sont égales à value. Donc tous les éléments sont initialisés à value. Ça m'évite de faire cette boucle plus tard. Ensuite, je vais copier cette boucle-là, que je vais adapter après. Je vais copier cette boucle et je vais la mettre ici. Donc, for int i égale 0, i inférieur strictement à array.size i++. If array de i différent de value, je fais plutôt res de j égale array de i et j++. Après, j'ai même pas besoin d'ajouter cette boucle parce que je sais que le reste des éléments dans res sont initialisés à value et je fais return res. Alors, c'est très important que ce prototype-là soit déclaré en tant que vecteur d'entier et non pas référence vecteur entier, parce que de toute façon, on ne peut pas ou on ne doit pas retourner une référence vers une variable locale de la fonction. Il faut que ça soit une valeur. Donc, quand je fais return res, en fait, c'est une copie d'objet. Donc là, ça va copier res dans un deuxième objet. Donc, ça fait appel au constructeur de recopie, pour ceux qui connaissent un peu l'orienté objet du C++. Et donc, ça évite de retourner la valeur ou une référence vers une valeur ou une variable locale. Donc, voilà pour les deux fonctions. Bien sûr, je vais faire 1 et 2 ici pour les différencier. Ensuite, pareil, en fait, je vais faire la même chose. 1 et 2. Maintenant, je viens dans main.cpp pour tester mes deux fonctions. Donc, tout d'abord, je vais inclure vector. Donc, il y a une petite erreur. Ouais, include. Ensuite, donc je vais déclarer un vecteur, par exemple, je vais l'appeler v ou array. Tiens, je vais l'appeler array. Je vais initialiser à donc 1, 2, 5, 8, 1, 1, 0 et 3 par exemple. Ensuite, ouais, pour tester nos deux fonctions, je vais ajouter une fonction ici qui s'appelle print, qui va prendre juste une référence vers array et qui permet juste de l'afficher en fait. Qui permet d'afficher un vecteur d'entier. Donc je viens dans source CPP, je viens ici par exemple, je fais ça, for int i, où je peux faire for int e array
je fais cout E, et à la fin je fais cout handle. Bien sûr, j'ai besoin de faire include IOStream. Je préfère plutôt faire std point, ou plutôt 2.2 points, et ici std 2.2 points et std 2.2 points. Donc normalement c'est bon. Là je vais tester, dans un premier temps je vais tester la fonction d'affichage, donc print array. Donc je viens ici, je compile mon programme. Bon, il y a des erreurs. Name type. Alors, je crois que c'est défini dans std, quelque chose comme ça. Et je fais std comme ça. Et ici, pareil, std. Sinon, en fait, ici, je peux faire using name space std pour éviter tout ce qui est pour éviter ça. Cloud, ok. D'accord, donc en fait ici, j'ai besoin d'un entier j qui vaut 0 au début. Donc c'est tout. C'est bon. Donc là, si je fais main, ça m'affiche mon tableau. Donc 1, 2, 8, 9, 1, 1, 0, 3. Donc c'est exactement le tableau que j'ai déclaré ici, que j'ai initialisé à ces valeurs-là. Donc très bien. Maintenant, je vais appeler ma fonction. Je vais appeler celle-là, la deuxième. Ou plutôt, je vais d'abord appeler celle-là. Je vais déclarer un autre vecteur. Je vais l'appeler V, reçoit. Je lui donne array et je lui donne 1 par exemple. Du coup, normalement, on aura les 1, les 3 1 se retrouvent à la fin du tableau, à gauche, à droite plutôt, et les autres éléments seront entassés à gauche. Ensuite, je fais print array, plutôt V. Ensuite, ce que je vais faire, je vais appeler la fonction shiftElements2. Alors, je rappelle ici que la première fonction shiftElement1 ne modifie pas le tableau lui-même. Donc, ça retourne un deuxième tableau, mais ça ne modifie pas le tableau que je lui donne. Par contre, la deuxième fonction, shiftElement2, celle-là, elle modifie plutôt le tableau. Et donc, je réaffiche une deuxième fois array. Donc là, normalement, on aura le premier affichage, ça nous montre ça. Deuxième affichage, on aura le résultat, c'est-à-dire les 3 1 à droite et le reste des éléments entassés à gauche. Et j'aurai pareil, le même résultat ici, après appel de la fonction shiftElement2. Par contre, ici, c'est le tableau array qui a été modifié. Donc, on va voir déjà le résultat. Je compile d'abord. Ensuite, effectivement, on a le bon résultat. Donc, en fait, ici, ça, c'est les valeurs du tableau initial. Enfin, les éléments ainsi que leur ordre initial. Ensuite, et les 3 1 à droite. Et pareil pour la troisième ligne d'affichage. Donc voilà pour cette vidéo, cet exercice dont le but était de décaler toutes les occurrences d'une valeur
vers la droite et entasser tous les autres éléments à gauche. Donc on a fait, donc le principe est exactement le même. C'est juste qu'on l'a fait de différentes façons, de deux façons différentes. En fait, c'est plus le prototype qui a changé, puisque le premier prototype travaille sur un tableau différent, sur un deuxième tableau, en quelque sorte, c'est un tableau différent de celui qu'on donne à la fonction. Et la deuxième fonction, en fait, elle travaille directement sur le tableau. Alors, la complexité temporelle des deux fonctions, c'est exactement O de n, parce qu'on fait un seul parcours du tableau. Par contre, la complexité spatiale, elle diffère du tableau entre les deux fonctions. Ici, la complexité spatiale pour la fonction 1, en fait, elle est de O de n, puisque on a créé un deuxième tableau. Ensuite, en réalité, on peut compter juste le premier tableau. Donc, le fait de déclarer un deuxième tableau qui est de même taille que array, ça nous fait déjà n éléments, puisque n étant la taille du tableau array ou le nombre d'éléments de ce tableau. Donc, ça nous fait une complexité spatiale de O de n. Par contre, ici, puisqu'on a travaillé directement sur le même tableau, en entrée, il n'y a pas eu de copie de tableau ou de création d'un nouveau tableau. Donc la complexité spatiale, elle est de O de 1. Donc celle-là est meilleure. C'est juste peut-être le souci, c'est que elle modifie le tableau. Du coup, on perd l'information sur l'ancien tableau. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il faut bien sûr évidemment activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et au revoir.